Juste un petit sondage, j'étais curieuse. Est-ce que certains d'entre vous sont venus ici en Uber? Non? Juste moi? Ah, il y en a quelques-uns quand même. Il y a une question aussi qui me taraude, c'est est-ce que Uber est toujours une start-up? Tu nous apporteras peut-être une réponse au cours de la présentation. Mais donc, ce qu'on va voir avec Sylvain, donc pour le représenter, qui a rejoint Uber en 2013, si je ne me trompe pas, après un début de carrière en Asie où il a lancé lui-même 2 startups. Donc voilà, aujourd'hui propulsé à la tête du business développement France. On va reparcourir, je pense, un petit peu l'historique, le concept d'Uber, l'actualité et bien sûr avoir peut-être un aperçu du futur ou des projets sur lesquels vous travaillez actuellement en France et à l'étranger. Donc ça nous prendra une bonne trentaine de minutes parce qu'on voulait vraiment garder un grand moment d'échange, donc une autre demi-heure qui sera vraiment consacrée aux questions-réponses. Donc si ça vous convient, je vais maintenant passer la main à Sylvain. Merci encore. Merci beaucoup Alexandra. Merci de m'inviter ici. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui représentant d'Uber. J'ai voilà, une petite présentation. Hop. Et donc comme on le disait tout à l'heure, je vais commencer par le début. Comme on le disait tout à l'heure, Uber est né à Paris en 2008. C'était à l'occasion de la conférence Le Web. Et il y avait deux Américains qui étaient, un Américain et un Canadien qui étaient de passage à Paris et qui ont eu beaucoup de mal à trouver un taxi en sortant de la conférence parce qu'il y avait, il pleuvait, il y avait beaucoup de monde à sortir de la conférence et assez peu de taxis. Et donc ils sont repartis aux États-Unis, ils sont repartis à San Francisco en se disant est-ce qu'on pourrait avoir imaginé un système, une application qui pourrait tirer profit de la géolocalisation, de la présence accrue des smartphones dans les poches des gens. Et donc ils sont repartis aux États-Unis et puis ils ont commencé à travailler sur ce projet. C'était en 2008. Et ils ont développé cette application que vous connaissez tous aujourd'hui, ou peut-être vous allez la découvrir. Cette application qui permet donc de trouver une voiture avec un chauffeur à proximité de vous. Aujourd'hui, l'application est très développée, mais il y a évidemment différentes phases. Et le plus important pour nous, on reviendra là-dessus, mais c'est l'expérience utilisateur qui est au centre de nos préoccupations. Et on cherche toujours à faire en sorte que l'expérience soit la plus parfaite possible. Et ça commence par l'application. Et donc on est évidemment avant tout une entreprise de technologie. Certains nous considèrent comme une entreprise de transport, mais on est avant tout une entreprise de technologie. On a développé cette application qui permet de mettre en relation des utilisateurs d'un côté et des partenaires chauffeurs de l'autre, et de fournir un service le plus qualitatif possible, avec notamment des prix assez bas et un système de notation en fait, des courses qui vous permet de garantir une certaine qualité, puisque ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui garantissent la qualité par les remontées qu'ils nous font. Pour revenir un petit peu sur l'histoire d'Uber, donc on a été, je vous parlais tout à l'heure de décembre 2008 à la conférence Le Web avec Travis Kalanick et Garrett Camp. L'application a été lancée 2 ans plus tard, en 2010, à San Francisco. Et assez naturellement, en 2011, on est revenu à Paris pour lancer la première ville internationale. Étant donné que c'est une entreprise américaine, tout ce qui est un petit peu en dehors des États-Unis est international. Donc la première ville internationale était à Paris en 2011. Et donc le lancement s'est fait à l'occasion de la conférence Le Web, à nouveau, donc un juste retour des choses. Et puis 2 ans plus tard, a été lancé un nouveau service, puisque lorsqu'on est arrivé sur le marché parisien, on avait une offre qui était positionnée assez haut de gamme, une offre berline, avec des tarifs assez élevés. C'était 15 € minimum la course. Et lorsqu'on faisait un trajet dans Paris, ça pouvait assez facilement atteindre 20 ou 25 €. Donc c'était quand même assez cher à l'époque. En 2013, on a lancé un nouveau service qui s'appelle UberX, qui est donc le même service que Uber Berlin, mais avec des véhicules un peu plus standards. Et notre objectif, évidemment, c'est plus on avance et plus on augmente le nombre de véhicules présents sur la route dans les villes, et on essaie aussi de diminuer les tarifs. Et donc ça, on reviendra un petit peu sur la mécanique que nous avons par rapport à ça. Mais l'objectif, c'est d'avoir des véhicules le plus utilisés possible, donc d'augmenter le taux d'utilisation des véhicules, et donc ensuite d'augmenter les revenus horaires pour les chauffeurs qui sont tous des partenaires. Les chauffeurs ne sont pas salariés d'Uber et les véhicules n'appartiennent pas à Uber. Et une fois qu'on a un taux de revenus horaires assez élevé, on peut impacter le tarif pour les utilisateurs et donc baisser le tarif. Ensuite, en 2014, donc un peu plus récemment, on a lancé un nouveau service. Vous en avez peut-être entendu un petit peu dans la presse ou dans les médias, ça s'appelle Uber Pop. Et c'est un service qu'on appelle aux États-Unis le P2P, c'est le peer-to-peer, et c'est un service de transport entre particuliers. Donc là, c'est vraiment un service assez novateur qui n'existe que dans quelques villes
Et Paris était d'ailleurs la première ville en dehors des États-Unis. Donc on avait lancé le même service aux États-Unis à San Francisco. Et Paris étant une ville test assez importante et un marché assez important pour Uber, naturellement, on a lancé ce service à Paris en février 2014. On a ensuite continué avec notre expansion, qui est très importante au niveau national et international. À l'origine, on n'était présent que à Paris. On a ensuite lancé la ville de Lyon. Et puis plus récemment, on a lancé 4 autres villes. Et donc on est présent aujourd'hui dans 6 villes en France. Et Paris étant un marché vraiment très important pour nous, au même titre que Londres, si on prend la partie Europe. Plus récemment, en octobre 2014, on a lancé une solution B2B, donc une offre dédiée aux entreprises qui s'appelle Uber for Business. Et donc là, c'est un second marché sur lequel on est en train d'arriver et de développer. C'est vraiment le marché pour les entreprises. Et on permet aux entreprises d'avoir la même expérience utilisateur pour les salariés et puis pour l'entreprise, une plateforme qui leur permette de retirer tous les inconvénients des systèmes traditionnels. Et plus récemment, en novembre 2014, on a lancé un nouveau service qui s'appelle Uberpool. C'est un service de partage des trajets. C'est-à-dire que lorsque vous effectuez un trajet, et je vais expliquer avec le schéma, voilà, un trajet d'un point A à un point B, et qu'un autre passager a un trajet qui est à peu près similaire, va dans la même direction, et vous allez partager une partie du trajet avec cet autre utilisateur. Et sur la partie qui sera partagée, vous allez partager également le prix, donc ce sera 50% moins cher. Et donc c'est encore dans cette logique de réduire les tarifs, mais aussi d'augmenter le nombre de passagers à bord des voitures. Pour vous donner une petite idée de Uber aujourd'hui dans le monde, lorsque je suis arrivé chez Uber, on était à peu près présent dans 60 villes dans le monde. Aujourd'hui, on est présent dans 300 villes et dans 55 pays. Et pour vous donner un exemple, à chaque fois que je dois travailler sur des présentations, on doit mettre à jour les chiffres, ça va très très vite. On lance plusieurs villes chaque semaine ou chaque mois en ce moment, donc ça va vraiment à une cadence très importante. Et aujourd'hui, on réalise plus de 2 millions de trajets dans le monde, donc c'est assez important. En France, on est présent, donc, comme je le disais tout à l'heure, à Paris et à Lyon, c'était les deux premières villes, et puis également à Lille, à Bordeaux, à Toulouse et à Nice. Et aujourd'hui, en France, on comptabilise à peu près 1 million d'utilisateurs actifs, c'est-à-dire des utilisateurs qui ont récemment effectué une course sur notre réseau. Pour vous donner un petit peu un exemple, et récemment, c'était lundi dernier, on a ouvert nos nouveaux bureaux. C'est à peu près la 4e fois qu'on change de bureau à Paris. Lorsqu'on avait commencé en 2011, c'était un petit bureau qui devait faire à peu près 12 mètres carrés. Aujourd'hui, on est dans 1600 mètres carrés, je crois, donc c'est un passage assez important. Et lorsqu'on était, moi j'étais pas encore dans l'équipe, mais l'équipe qui était constituée de 2 ou 3 personnes à l'époque était dans ce petit bureau de 12 mètres carrés en 2011 et surveillait un petit peu l'état du réseau avec les véhicules Uber. Et donc comme vous pouvez le voir, en 2011, il y avait très très peu de véhicules. Aujourd'hui, c'est à peu près ça. Donc aujourd'hui, un soir de semaine, un vendredi, typiquement un vendredi soir ou un samedi soir, vous avez à peu près toutes ces voitures. Ça, c'est une capture qui a été faite en temps réel un vendredi soir. Toutes ces voitures qui sont connectées sur le réseau. Et dans ces voitures, vous avez à la fois des Uber Pop, vous avez à la fois des Uber X, des Uber Van et des Uber Berlin. Pardon ? Je ne peux pas décomposer le nombre de voitures sur cette slide. Ce que je peux vous dire, c'est que on est vraiment arrivé avec le service Berlin, donc le service haut de gamme. Et aujourd'hui, les deux services qui fonctionnent très très bien et qui sont en développement, c'est évidemment Uber Pop et Uber X. Alors, on parlait tout à l'heure de l'expérience utilisateur. C'est évidemment au centre de nos préoccupations. Tout le monde connaît à peu près l'application Uber du côté passager, du côté utilisateur. Et en fait, il y a 2 applications. Il y a la première application qui est donc pour les passagers, et puis il y a la deuxième application qui est pour les conducteurs, pour les chauffeurs, qui sont partenaires du réseau. Et donc sur la droite, vous avez la deuxième application, qui est l'application sœur, en fait, qui permet aux chauffeurs, aux partenaires de se connecter sur le réseau Uber. Et donc, de la même manière que vous, en tant qu'utilisateur, vous avez la possibilité de vous connecter à n'importe quel moment, finalement, les chauffeurs qui sont partenaires ou les conducteurs qui sont partenaires, ils ont aussi cette possibilité, cette liberté de se connecter à tout moment. Et d'ailleurs, il y a certains chauffeurs qui sont connectés sur plusieurs applications en même temps et qui peuvent travailler de manière tout à fait libre pour un réseau ou pour un autre.
Alors on a parlé de la partie vraiment technique et du service. Il y a aussi la partie marketing sur laquelle on travaille énormément. Évidemment, nos premiers ambassadeurs sont les utilisateurs eux-mêmes, donc il y a des offres de parrainage qui fonctionnent très très bien. Et puis de temps en temps, on essaie de changer un peu, de casser un peu la routine de nos utilisateurs, de cette communauté d'utilisateurs. Et donc on propose des services un petit peu différents. C'est en général sur une matinée, sur une journée ou éventuellement sur 2 journées. Ce sont des opérations à la demande. Et donc là, je vous ai présenté quatre exemples. Le premier exemple en haut à gauche, c'est un exemple qu'on a fait, une opération qu'on a faite l'année dernière à l'occasion du Festival de Cannes. Et c'était la possibilité de pouvoir commander en temps réel un jet privé pour vous rendre à Cannes. Il n'y a eu que quelques demandes puisque c'est évidemment assez coûteux, mais c'est encore une fois la possibilité de commander. Vous êtes ici, vous commandez ce jet, vous avez une voiture qui vient vous chercher, qui vous emmène à l'aéroport, et ensuite vous avez un jet qui vous emmène à Cannes, et là vous sortez, vous avez une deuxième voiture qui vient vous chercher à l'aéroport de Cannes et qui vous emmène dans le centre-ville de Cannes. Donc ça, c'était une première opération. C'est plus une opération de communication pour démontrer aussi la capacité de notre application. Et ensuite, vous avez un autre exemple, c'est Uber Ice Cream. C'est une opération que l'on fait dans le monde entier et qui est en général très appréciée des utilisateurs. C'est la possibilité pendant une journée de commander un marchand à glace qui va venir finalement devant votre bureau, devant votre appartement. Et donc ça, tout se passe par l'application et c'est une opération qui est lancée simultanément dans toutes les villes et dans tous les pays où nous sommes présents. C'est-à-dire que la prochaine opération, elle se fera au minimum dans 300 villes, au minimum dans 55 pays différents, la même journée. Et à Paris, on le fait, chaque pays ou chaque ville le fait à sa manière. À Paris, l'année dernière, on avait fait un partenariat et on avait organisé ça avec des 2 chevaux. Donc c'était un peu notre manière de le faire à la française. Une autre opération en bas à gauche qui a été lancée aux États-Unis. Donc là, c'était à New York. C'était l'opération Uber Kittens qui a fait beaucoup de bruit. L'opération a été faite à l'occasion de la journée nationale du chat. Et c'était pour sensibiliser, en fait, avec l'équivalent de la SPA américaine, pour sensibiliser les gens à l'adoption de chats. Et donc, il y avait la possibilité de commander un chaton qui venait évidemment avec une personne et qui accompagnait le chaton. Et pendant 15 minutes ou 30 minutes, vous pouvez passer un petit peu de temps avec le chat. Et si vous souhaitiez vous lancer dans une procédure d'adoption, vous étiez en contact avec les bonnes personnes. Et puis plus récemment, on a fait une opération à Paris, c'est une opération en partenariat avec la marque Fauchon. Vous aviez la possibilité de commander gratuitement des éclairs Fauchon. Pour avoir goûté à ces éclairs, ce sont des très très bons éclairs, et donc vous aviez cette possibilité pendant une journée. Il y a eu énormément de demandes, je crois qu'on a eu plus de 110 000 demandes sur la journée. Malheureusement, on n'a pas pu servir tout le monde, mais les personnes qui ont reçu des éclairs gratuitement grâce à l'application étaient évidemment très contents. Et donc toutes ces opérations, elles sont toujours organisées évidemment un petit peu à l'avance, mais on prévient nos utilisateurs au dernier moment. En général, on prévient nos utilisateurs la veille ou le matin même pour bénéficier d'un effet de surprise. Et la communication passe énormément par les utilisateurs eux-mêmes et par les réseaux sociaux. Et donc c'est ce qui se passe en général sur toutes ces opérations. Les gens prennent des photos, les postent sur Twitter ou sur Facebook, et donc les opérations sont communiquées à leurs entourages assez rapidement. Alors l'application Uber, elle a été lancée maintenant il y a quelques années, et plus récemment, il y a quelques mois, on a lancé ce que l'on appelle l'API. C'est un système qui permet à Uber d'être présent sur d'autres applications. Et donc là, c'est évidemment dans une logique parfaite de faire partie de l'écosystème de mobilité dans les villes. Et c'est l'exemple de CityMapper. C'est une application qui est très utilisée notamment à Londres, à New York et également à Paris, et qui vous permet de dire, moi je vais de tel endroit à tel endroit, quels sont les différents moyens à ma disposition pour me déplacer. Et vous avez évidemment les transports en commun, vous avez le métro, le bus, en temps réel on vous dit exactement combien de temps ça va mettre et à quel endroit ou quel changement vous devez prendre. Et puis vous avez aussi l'option d'y aller éventuellement à pied ou à vélo, et la dernière option c'est l'option de partir en Uber. Et donc lorsque vous lancez cette application sur Paris, vous avez la possibilité d'avoir en temps réel la disponibilité des véhicules. Et donc ça, c'est une information que l'on partage avec d'autres applications. Et ça permet en cliquant sur l'un des choix, de basculer directement sur l'application Uber avec le lieu de départ, le lieu d'arrivée déjà préenregistré. Pour revenir sur l'API, pour vous expliquer un petit peu sur quel projet sur lequel on travaille en ce moment, il y a des projets qui sont assez intéressants. Aux États-Unis, il y a une startup qui travaille sur une valise connectée.
Alors c'est une petite valise de business traveler très classique, sauf qu'elle est connectée à votre smartphone et elle vous donne en temps réel des informations comme le poids de la valise qui peut être utile lorsque vous voyagez, mais aussi évidemment la possibilité de locker ou d'unlocker la valise. Et puis une dernière possibilité, c'est de localiser votre valise. Et lorsque vous arrivez dans un aéroport et que vous attendez sur ce fameux tapis roulant ou à côté du tapis roulant la valise, vous avez la valise qui va s'approcher de vous et c'est votre smartphone qui va vous prévenir en vous disant votre valise est là, elle est à 5 mètres ou elle est à 3 mètres. Et nous, on va identifier ce moment précis et ce contexte où vous allez saisir la valise. Et à ce moment précis, l'application partenaire va vous proposer de prendre un Uber en vous faisant apparaître un message en disant « Bienvenue à New York, est-ce que vous souhaitez commander un Uber pour vous rendre dans le centre-ville ?» Donc ça, c'est le type d'expérimentation ou de projet API que l'on développe aux États-Unis. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'offre professionnelle, Uber for Business. C'est une offre qui a été lancée il y a quelques mois et qui permet d'avoir toujours les mêmes bénéfices pour l'utilisateur. Et puis, pour l'entreprise, c'est le paiement centralisé avec la possibilité d'avoir un tableau de bord et de suivre en temps réel. Donc, vous n'avez plus à attendre qu'on vous envoie les factures ou les notes de frais par vos employés. Tout est automatisé et tout est virtualisé. Donc, ça apporte beaucoup d'avantages et une transparence. Et pour celles et ceux qui ont travaillé sur des parties comptables, de notes de frais, etc., c'est en général assez problématique. Et donc, c'est une solution que l'on vous propose. Maintenant, je voulais vous montrer cette photo et vous parler un petit peu plus de la vision d'Uber, parce qu'on disait tout à l'heure que Uber est né d'une idée à Paris. On apporte un service, on fait très attention à l'expérience utilisateur et on essaie de développer et de se placer au centre de cet écosystème. Dans l'écosystème, on considère qu'il y a les taxis, il y a les voitures avec chauffeur, il y a tous les transports en commun, évidemment, et puis il y a aussi les solutions partagées type Vélib ou Autolib. Et ça, c'est une photo qui a été prise, vous reconnaissez tous le périphérique, avec toutes ces voitures. Et dans ces voitures, finalement, il y a très peu de voitures qui font partie de l'écosystème que je viens de citer. Il y a très peu de voitures qui sont partagées. Et vous pouvez même, si vous regardez bien sur la photo, apercevoir que dans la plupart de ces voitures, il n'y a qu'un seul passager. Et donc le constat, à l'heure actuelle, le constat dans le monde, c'est qu'il y a, lorsqu'on prend vraiment les voitures individuelles, donc ces voitures que des particuliers ont achetées et utilisent au quotidien, il y a environ 1 milliard de voitures individuelles dans le monde aujourd'hui. Et le taux d'utilisation de ces voitures, dont on parlait tout à l'heure, il est de 4%. Et donc 4%, c'est évidemment très très faible. Ça veut dire que 95 ou 96% du temps, ces voitures sont parquées dans la rue, dans des parkings privés. Elles occupent de l'espace urbain. À Paris, on estime que c'est entre 15 et 20% de l'espace qui est occupé aujourd'hui par les voitures. Et donc nous, notre vision, c'est de dire qu'on va essayer d'avoir de plus en plus de voitures partagées ou de moyens de transport partagés et réduire finalement ce nombre de voitures individuelles. On estime que d'ici quelques années, en tout cas on espère, qu'on regardera un petit peu en arrière et on se dira mais pourquoi est-ce qu'on avait toutes ces voitures dans la rue garées et pourquoi toutes ces voitures occupaient de l'espace? Et donc on essaye d'imaginer une ville, la ville de demain, où il y aura beaucoup moins de voitures individuelles et des voitures donc plus utilisées. Donc ça veut dire réduire le nombre de voitures dans les villes. Et on pense que si aussi nos plans, notre trajectoire est correcte, on estime que Uber et les autres applications de transport partagé, tout ensemble, et les solutions type Autolib et Vélib, etc., et les taxis, pourront faire en sorte que d'ici fin 2016, il y ait moins de voitures et 800 000 voitures en moins à Paris, en région parisienne. Donc ça, c'est un objectif, c'est un petit peu notre vision à long terme. Ou en tout cas, à long terme, pour nous, c'est 2016, donc ça peut paraître court terme, mais pour nous, c'est assez lointain. Et donc, c'est l'objectif que l'on se fixe. Et je vais vous parler rapidement sur la partie vision, sur la manière dont on voit les choses. C'est vrai qu'on a envie de changer la manière dont les personnes se déplacent dans les villes où on est présent. C'est un petit peu notre objectif. On est encore une fois une entreprise de technologie et on travaille avec des prestataires de services. Aujourd'hui, ces prestataires de services, ce sont essentiellement des chauffeurs. Donc c'est pour assurer le transport de personnes, mais on a d'autres projets. Et là il y a 3 exemples sur cette slide. Le premier exemple à gauche c'est UberMove. C'est un service qui vous permet de déplacer des objets encombrants. Alors ça peut paraître un petit peu idiot, mais moi je sais qu'à Paris j'utilise beaucoup Le Bon Coin, et lorsque j'ai acheté un canapé sur Le Bon Coin, je me suis retrouvé avec un canapé sur les bras et je pouvais ni prendre un Uber, ni prendre un taxi, ni prendre une Autolib. Et donc, j'avais pas vraiment de solution pour déplacer mon canapé. Et là, c'est une vraie solution qu'on a apportée. Et on est en train de tester ce service dans différentes villes, notamment aux États-Unis. Sur la droite, vous avez un service qui s'appelle Uber Rush.
C'est un service qui a été lancé exclusivement à New York et qui vous permet en fait de commander un coursier à vélo qui va venir et qui va utiliser le même système d'application. C'est-à-dire que vous ouvrez l'application, vous commandez et vous avez sur la carte en temps réel le coursier qui se déplace, il arrive, vous lui remettez le colis, l'adresse de destination et vous pouvez le suivre en temps réel. Et ensuite, vous avez évidemment le même système de notation sur la qualité de la prestation. Et je reviens sur cette qualité qui est évidemment au centre de nos préoccupations. C'est très important pour nous d'avoir les notations des utilisateurs. Et puis un troisième exemple qui est au centre, c'est un exemple qui a été lancé, un service qui a été lancé aux États-Unis, à Los Angeles, et ça s'appelle Uber Fresh. Ça a été lancé un petit peu plus récemment à Barcelone, et ça s'appelle Uber Eats. Et donc l'objectif, c'est de livrer un repas pour le déjeuner ou pour le dîner en 5 minutes. C'est un petit peu notre objectif. On arrive à le faire pour l'instant. Alors évidemment, on n'est pas sur un business model similaire à l'Oresto qui va proposer une multitude de choix de restaurants et pour chaque restaurant une multitude de plats. Là, on va sélectionner un certain nombre de restaurateurs et chaque déjeuner ou chaque dîner, on va proposer un restaurateur qui va proposer un ou deux plats différents. Et vous avez un choix parmi ces deux plats et lorsque vous commandez votre repas, vous l'avez livré en 5 minutes. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir la même garantie que le service de transport de personnes que l'on a aujourd'hui. Et à Paris, on est à peu près en dessous de 3 ou 4 minutes. Je crois qu'on est à 3 ou 4 minutes en temps moyen d'attente sur Paris. Et Barcelone, on est à peu près dans les mêmes ordres d'idées, sachant que dans des villes qui sont très développées comme San Francisco ou comme New York, on est plutôt autour de 2-3 minutes. C'est-à-dire que vous sortez du restaurant, vous commandez votre beurre et vous avez à peine le temps de dire au revoir à vos amis. Il y a le beurre qui arrive déjà et qui est prêt à vous emmener à votre destination. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. J'aimerais donner beaucoup de place à l'échange et donc j'espère que vous avez des questions et je serai ravi d'y répondre. Sylvain, juste pour amorcer la séance, alors Uber, start-up, toujours une start-up ou pas? Alors c'est une excellente question. Moi je pense que Uber est toujours une start-up. Pour avoir une petite idée, lorsqu'on lance une nouvelle ville, on a une équipe de 3 personnes. On a une équipe avec un city manager ou un general manager. On a une personne en charge du marketing et une personne en charge des opérations. Et dans la majeure partie des villes dans lesquelles on est présent, on parlait de 300 villes tout à l'heure, on a des petites équipes de 3, 4, 5 personnes. Et donc à Paris, on est un petit peu plus nombreux. Maintenant, on est 50 salariés à Paris. Mais on garde cet esprit de start-up, cet esprit entrepreneur, et puis on fait face aussi à une croissance qui est très très forte. Donc il y a beaucoup d'enjeux, il y a des enjeux en termes de recrutement, il y a des enjeux en termes de volume de travail pour chacun des salariés. Et donc c'est toujours cet esprit start-up qui est là, et aussi dans le fait d'avoir beaucoup d'enjeux, beaucoup de problèmes à identifier. Donc l'objectif c'est toujours d'identifier les problèmes les plus importants et puis d'essayer de les résoudre. Et donc je pense qu'on a toujours cet esprit start-up. Moi en tout cas je considère qu'on est toujours une start-up malgré le fait qu'on est maintenant, je crois, 2500 employés dans le monde. Donc ça a beaucoup évolué, mais c'est on va dire un ensemble de petites startups réparties dans le monde. Mais au siège américain, il y a 800 personnes, je crois, donc c'est un petit peu différent. C'est une très bonne question. Je n'en ai pas vraiment la réponse. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se concentre sur le transport de personnes. On essaie de faire bien notre travail sur cette partie-là. On a d'autres projets qui sont des expérimentations. L'expérimentation, enfin le projet UberJet était vraiment, on va dire, un test pour nous et puis une opération marketing, comme vous l'avez dit, pour aussi faire parler de nous parce que c'était important.
Je crois avoir vu passer récemment dans la presse un article qui parlait justement du Uber des jets privés. Et je crois qu'il y a une application qui va dans ce sens-là, qui n'est pas la nôtre, mais qui est une autre entreprise, une autre start-up. Donc il est tout à fait possible que le secteur se fasse ubériser par un autre acteur. Mais en tout cas, pour l'instant, ce ne sera pas par nous. Alors, il y a plusieurs questions. Je pense que pour revenir à la manière dont sont constituées nos équipes, et si je prends l'exemple de Paris, à Paris, lorsqu'on a lancé Uber, il y avait 3 personnes. Donc, comme je disais tout à l'heure, une personne en charge des opérations, donc en charge notamment de toute la partie supply, donc c'est tous les chauffeurs, les partenaires. Et puis de l'autre côté, il y avait une personne en charge du marketing, en charge de la communauté d'utilisateurs. Et plus la ville grandit et le marché grossit, plus on ajoute des personnes dans ces 2 équipes. Aujourd'hui, à Paris, il y a à peu près une vingtaine de personnes chargées des opérations et il y a une quinzaine ou une vingtaine de personnes chargées du marketing. Et dans ces 20 personnes chargées des opérations, il y a des personnes qui sont spécialisées sur la sécurité, sur tout le contrôle qualité et qui travaillent au quotidien essentiellement là-dessus. Sur la partie développeurs, on a effectivement un certain nombre de développeurs qui sont pour la plupart basés au siège à San Francisco. Je crois qu'on a plusieurs centaines de développeurs qui sont à San Francisco. On a également des développeurs qui sont à Amsterdam et on est en train de construire une nouvelle équipe de développeurs qui sera basée à Amsterdam et il y aura une cinquantaine de développeurs. Et à Paris, on a un développeur, c'est l'un des premiers qui était dans l'aventure, c'est le 5e employé. Et il est toujours chez Uber et c'est un Français. Et donc il a travaillé pendant 4 ans à San Francisco et il est maintenant à Paris. Donc il travaille de manière indépendante, mais il est dans nos bureaux sur cette partie-là. Mais effectivement, la majeure partie des développeurs sont à San Francisco ou à Amsterdam. Oui, bien sûr. Je connais cette adresse. Alors, 2 questions. Donc, pour répéter les questions un petit peu plus rapidement, mais c'est donc la première question sur tous les aspects juridiques et la deuxième question sur les taxis, notamment à Paris. Sur la partie juridique, effectivement, il y a un certain nombre d'affaires judiciaires en cours à Paris, en France et dans d'autres villes ou d'autres pays à l'étranger. Si on prend l'exemple de Barcelone, on a été interdit à Barcelone. Du jour au lendemain, il y a un juge qui a pris la décision d'interdire Uber et d'interdire l'accès auprès des opérateurs de téléphonie mobile à l'application, c'est-à-dire que les gens ne pouvaient plus aller sur l'application et les gens ne pouvaient même plus aller sur uber.com. Pour vous dire, on était vraiment complètement interdit et on est revenu avec le service Uber Eats. Sur la France, on a plusieurs procès en cours. On a eu un certain nombre de victoires récemment puisque les procès portaient notamment sur la demande d'interdiction d'Uber Pop. Et il y a un certain nombre de tribunaux, notamment le tribunal de commerce de Paris, qui a refusé cette demande d'interdiction. Il y a un certain nombre d'appels qui sont en cours, donc on est loin d'être sorti de toutes ces affaires. Ce que l'on regarde sur des marchés un petit peu plus avancés, on prenait l'exemple des États-Unis tout à l'heure avec San Francisco, il se trouve que à San Francisco, il y a eu aussi un certain nombre d'affaires il y a quelques temps. À un moment donné, à New York, le service avait été interrompu, avait été interdit, et puis on est de retour à New York.
Si on regarde justement cette ville, ou ces deux villes, San Francisco et New York, on travaille aujourd'hui avec les taxis. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à New York, vous avez la possibilité de commander un taxi, les fameux taxis jaunes new-yorkais, via l'application Uber. Et donc il y a pas mal de villes dans lesquelles on travaille en parfaite collaboration avec les taxis, et ils sont intégrés au réseau Uber, et ils ont cette liberté comme les autres partenaires. Et donc voilà, nous on espère qu'on pourra le faire dans d'autres villes. On le fait également à Berlin. Enfin, il y a un certain nombre de villes où on travaille avec les taxis. Pour vous répondre, ça a été une piste pour la France. Ça a été une piste pour la France. Je crois qu'il y a un moment donné, moi je n'étais pas encore chez Uber, mais il y a un moment donné, on a essayé de travailler avec les taxis, on leur a fait cette proposition, et finalement ça n'a pas donné suite. Mais on reste évidemment ouvert à toute possibilité. Alors, donc la première question était sur UberRush. Donc, pour parler du service UberRush, c'est effectivement un service qui a été lancé à New York. Lorsqu'on a lancé ce service-là, il y a beaucoup d'entrepreneurs, parce qu'à Paris, il y a beaucoup de livreurs de coursiers à vélo qui nous ont contactés et qui nous ont dit est-ce que vous allez lancer le même service à Paris? On serait ravis de pouvoir y participer. Et donc, nous, on suit évidemment les chiffres de près, on regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, et peut-être qu'un jour on va le lancer. Pour l'instant, on n'a pas de date précise sur UberRush. Sur la deuxième question, par rapport à la fiscalité ou aux impôts, en tout cas payés aux charges sociales payées par les chauffeurs partenaires, nous on est très transparent. Lorsque vous payez une course, 10 €, il y a 8 € qui sont reversés aux partenaires et 2 € qui sont prélevés par Uber. Sur les 8 € qui sont reversés aux partenaires, il y a plusieurs cas de figure. Soit c'est un partenaire qui est indépendant, donc ça peut être un auto-entrepreneur, donc il est soumis au régime des auto-entrepreneurs. Et puis il y a aussi des entreprises. Il y a des entreprises de chauffeurs, il y a des entreprises avec 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10, 15, 20 chauffeurs. Et donc ce sont des entreprises qui salarient leurs chauffeurs. Et donc toutes ces entreprises, qu'elles soient grandes ou petites ou moyennes, sont toutes soumises à l'imposition française. Oui, alors sur la première partie qui concernait la première partie, la stratégie sur les différents produits. Ouais. Je pense qu'en fait, il faut bien imaginer le service lorsqu'il a été monté, lorsqu'il a été créé à San Francisco par ces deux entrepreneurs. Au début, ils pensaient avoir un service pour leur entourage, pour le milieu un peu tech, start-up. Et donc, ils prévoyaient d'avoir quelques utilisateurs parmi leurs amis, parmi leurs proches. Et puis, ça s'est développé très très vite. Donc, au début, il n'y avait effectivement qu'une seule gamme. C'était la gamme un peu berline. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis les fameuses black cars. Et en fait, dans chaque ville, et notamment à Paris, il y avait énormément de personnes qui n'arrivaient pas à se déplacer. Et puis, il y avait beaucoup de voitures, des voitures de luxe, un petit peu, hein, ces voitures haut de gamme, des berlines qui étaient stationnées devant les grands hôtels parisiens et qui ne servaient pas la plupart du temps. Donc c'est vraiment cette connexion, et c'est ce qui a permis de lancer en fait le service dans une ville comme Paris, c'est de travailler sur ces voitures qui étaient assez haut de gamme. Et lorsqu'on a lancé les nouveaux services, UberX et UberPop, UberPop c'est évidemment très différent. Il faut bien faire la différence entre les services de chauffeurs professionnels, UberX et Uber Berlin. Ce sont des personnes dont c'est le métier, qui ont des licences, et puis le transport entre particuliers, UberPop, et UberPool, où c'est un service entre particuliers. Et donc ce sont des personnes qui ont une voiture, qui souhaitent amortir les frais de la voiture, et qui ont quelques heures disponibles dans la semaine, et qui peuvent le faire en complément d'un métier, par exemple, d'un autre emploi, ou d'un emploi. Et donc je pense que c'est une vraie stratégie d'aller vers toujours plus de services, et puis aussi de pouvoir couvrir un maximum de personnes, d'usagers. UberPop aujourd'hui c'est 4 € minimum. Lorsque vous partez de Paris pour aller à l'aéroport
c'est 25, 30, 35 euros, donc c'est très abordable. Et lorsque vous êtes à plusieurs, évidemment, c'est très intéressant. Donc je pense que l'objectif, c'est évidemment d'avoir plus d'offres, un panel d'offres plus important, et toujours de travailler sur la notion de service et l'expérience utilisateur. On veut garantir une expérience utilisateur la plus parfaite possible, et le service doit être vraiment au niveau. Et pour répondre à votre question tout à l'heure, nous, on fait de l'intermédiation entre, évidemment, la demande et l'offre, hein, c'est une sorte de marché, et donc la demande, elle vient des utilisateurs, et donc on a des équipes qui sont là, des équipes marketing dont je fais partie, qui sont là pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de demandes dans une ville. Et de l'autre côté, il y a l'équipe des opérations qui travaille sur l'offre, et donc sur les partenaires, sur les chauffeurs. Et donc cette équipe, elle est chargée de faire en sorte que l'offre soit toujours supérieure à la demande. Et donc si on a une demande qui est trop forte par rapport à une offre qui n'est pas suffisamment, on va avoir un problème. Donc c'est un vrai enjeu. Donc ça, le premier enjeu, c'est de faire en sorte d'avoir les voitures au bon moment, au bon endroit dans les 300 villes où on opère. Et puis l'autre enjeu, je pense que c'est le plus important, c'est le recrutement. Aujourd'hui, sur le bureau parisien, on est une cinquantaine de salariés. Et sur cette année, on va recruter probablement entre 60 et 80 personnes. Et donc, ça veut dire que c'est un enjeu énorme. Et c'est un enjeu énorme pour notre équipe à Paris, mais c'est aussi un enjeu important lorsqu'on lance une nouvelle ville. Et lorsqu'on envoie 2 ou 3 personnes dans un nouveau pays ou dans une nouvelle ville, il faut être sûr de la qualité de ces personnes, de leurs compétences. Et donc, c'est évidemment très important. Et je pense que le recrutement, c'est l'un de nos enjeux principaux. C'est une très bonne question sur les transports inter-banlieue et banlieue Paris. Nous, on est une entreprise de technologie, donc on a beaucoup de chiffres. On observe les déplacements dans une ville comme Paris, et on voit qu'il y a énormément, Paris et sa région, et on voit qu'il y a énormément de déplacements entre Paris et la banlieue, et puis des déplacements inter-banlieue. Il y a une grande partie d'ailleurs des déplacements qui sont faits sur des zones qui sont éloignées des lieux de métro ou de RER. Et donc, je pense qu'on est vraiment, on a une stratégie d'aller de plus en plus loin, on va dire, dans la banlieue, et de couvrir une zone assez importante. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des Uber lorsque vous allez à Saint-Germain-en-Laye ou à Versailles, et ça veut dire que toute la zone banlieue, elle est couverte, et on a énormément de déplacements sur cette partie-là. Donc moi, je pense que c'est une vraie réponse, parce que lorsqu'on regarde, par exemple, à Paris, et qu'on voit que un vendredi soir ou un samedi soir, la plupart des bars ou des lieux de sortie ferment à 2 h du matin. Et lorsqu'on regarde les transports en commun, on se rend compte que le métro finalement ferme à peu près à la même heure, voire un petit peu avant. Donc il y a un vrai problème, il y a une problématique pour toutes ces personnes qui souhaitent se déplacer. Et il y a beaucoup de ces personnes qui viennent de la banlieue, par exemple, et qui souhaitent repartir dans la banlieue. Et donc nous, on a cette possibilité avec des solutions comme Uber Pop, qui sont très économiques, de pouvoir rentrer à faible coût en banlieue, par exemple. Et donc on observe beaucoup de ces déplacements aujourd'hui. Alors sur cette question, je peux vous dire qu'il y a plusieurs milliers de voitures partenaires, enfin de chauffeurs partenaires sur Paris. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous donner la répartition sur les différentes gammes. Oui, très clairement, je pense que Blablacar, c'est une très très belle réussite française. On en parle beaucoup à l'étranger, on en parle aussi chez Uber, parce que naturellement, c'est une entreprise qui travaille sur un domaine assez semblable au nôtre. Eux, évidemment, ils travaillent sur la longue distance. Nous, on travaille sur la courte distance, c'est-à-dire qu'on est essentiellement en milieu urbain et périurbain. Donc, on n'est pas vraiment sur le même créneau, mais évidemment, on surveille ça de près. Et puis, on a des contacts avec Blablacar régulièrement, mais je pense qu'effectivement, ils ont une stratégie qui est
très intéressantes puisqu'ils ils sont développés sur la France et là aujourd'hui ils font l'acquisition d'un concurrent en Allemagne pour avoir une couverture européenne. Donc ils ont un développement qui est un petit peu différent du nôtre, où nous finalement on a réussi à se développer très très vite avec une expansion très très forte et passer de 60 villes à 300 villes dans l'espace d'un an et demi. Ouais. Oui, je pense qu'il y a la même communauté. Lorsque vous prenez un Uber Pop, vous êtes dans une voiture avec un autre particulier. C'est très très proche de Blablacar et vous avez des discussions, vous avez des échanges qui sont sans doute plus sympas ou différents, on va dire, de ceux que vous pouvez avoir avec un service de chauffeur professionnel, où là vous allez avoir un chauffeur qui va plutôt privilégier la discrétion, qui va vous ouvrir la porte, qui va vous proposer une bouteille d'eau, mais qui sera assez discret, alors qu'effectivement sur les services Uberpop vous avez un côté un petit peu plus sympa, et donc il y a cette communauté Uberpop. Je vais vous donner un exemple sur la communauté Uberpop. On organise ce week-end une sorte de barbecue avec pas mal de chauffeurs, de conducteurs Uberpop du réseau. Et donc le but c'est aussi de renforcer cette communauté et de pouvoir échanger avec des personnes qui sont déjà sur le réseau depuis un certain temps et puis des gens qui aimeraient rejoindre le réseau Uberpop. C'est une très bonne question. Je crois que nous, on a communiqué un certain nombre de chiffres sur les revenus des chauffeurs, notamment sur la catégorie UberX. Donc je crois que sur notre blog, il y a des informations qui sont relatives à ces données. Nous, on surveille toujours le revenu horaire. On parlait tout à l'heure des revenus pour les chauffeurs et on essaie de maintenir le niveau, le niveau de revenu horaire à peu près au même niveau depuis notre lancement. Donc c'est pas parce qu'on baisse les tarifs qu'on va baisser le revenu horaire. Ce serait intéressant, je suis prêt à discuter après avec vous de votre cas particulier. Moi, je vois des... Ouais, je comprends. Moi, je vois beaucoup de chauffeurs tous les jours. Ils viennent dans notre bureau. On a des dizaines et des dizaines de chauffeurs qui viennent tous les jours et on est en contact et à leur écoute tous les jours. Et je peux vous assurer qu'effectivement, il y a beaucoup de témoignages qui vont dans le sens inverse. Alors peut-être qu'il y a des situations... Ouais. Alors, lorsque je parlais du recrutement tout à l'heure, c'est le recrutement des équipes chargées des opérations du marketing. Donc, ces opérations, ce sont les personnes qui sont salariées d'Uber France. Sur la partie chauffeur, tous les chauffeurs sont partenaires ou les entreprises de chauffeurs sont des entreprises partenaires du réseau. Lorsque une personne souhaite rejoindre le réseau Uber, il y a un certain nombre de vérifications qui sont faites. On parlait tout à l'heure de l'assurance et moi je peux vous assurer que toutes les assurances de tous nos partenaires sont vérifiées et que nous avons également des surassurances par rapport au réseau et notamment sur la partie UberPop.
Donc oui, il y a un contrôle qui est fait sur ce que vous pouvez appeler le recrutement des chauffeurs, mais les chauffeurs ne sont pas recrutés dans le sens où ils sont partenaires et donc non exclusifs. Ils ont la possibilité de travailler pour d'autres prestataires. Merci pour ces deux questions. Alors la première question sur vraiment le temps, enfin sur la nuit, sur le déplacement des personnes le soir ou la nuit. Nous, on a une promesse chez Uber, c'est que vous allez toujours avoir un véhicule de disponible. Peu importe l'heure, peu importe le jour, même le 31 décembre, vous allez avoir une voiture et donc vous allez avoir un moyen sûr et efficace de vous déplacer dans la ville dans laquelle on est présent. Et donc ça peut paraître simple, mais cette promesse, elle est extrêmement compliquée à tenir puisque les villes sont grandes, les besoins sont multiples et il y a effectivement des moments dans la semaine ou dans la journée où il y a beaucoup plus de demandes. Donc nous, on doit faire en sorte d'avoir toujours, comme on disait tout à l'heure, les voitures et les chauffeurs ou les conducteurs au bon endroit et au bon moment. Et donc ça veut dire que le soir, finalement, vous n'avez pas plus de difficultés à trouver un chauffeur ou un conducteur sur le réseau Uber. Vous avez toujours la même disponibilité et donc vous pouvez toujours commander votre Uber. Et effectivement, les besoins sont très importants le soir. À partir du moment où les transports en commun ne sont plus disponibles, on a énormément de demandes et donc on sait que, et les chauffeurs partenaires le savent aussi, que c'est un moment où il y a une forte demande et donc on essaie de répondre toujours à cette demande. Et lorsqu'on avait lancé le service à Paris, il y avait beaucoup de personnes au début qui nous disaient, et à l'époque le temps d'attente était peut-être de 10 minutes, 12 minutes, et aujourd'hui il est plutôt proche de 4 ou 5 minutes, et beaucoup de personnes qui nous disaient, mais finalement je dois prendre un avion demain, donc il faut absolument que j'aille à l'aéroport. J'ai besoin de réserver une voiture avec chauffeur. Et donc nous, notre réponse, c'est il n'y a pas de réservation. On fait absolument pas et on ne fera pas de réservation à l'avance pour une raison qui est très simple, c'est que nous, on a un système d'allocation des voitures qui est très particulier et qui est toujours à la demande. C'est-à-dire qu'on fera toujours à la demande. Et lorsqu'on fait des opérations comme celle que je vous ai montré tout à l'heure avec Fauchon ou avec l'opération Ice Cream on Demand, c'est toujours des demandes qui vont être faites à la dernière minute. Et c'est un petit peu comme si vous allez prendre une douche demain matin, vous n'allez pas réserver l'eau chaude parce que vous savez que vous allez avoir de l'eau courante lorsque vous allez ouvrir le robinet. À Uber, c'est un petit peu la même chose. Vous avez à tout moment, vous allez avoir un véhicule disponible. Et pour la deuxième partie de la question, sur les institutions, effectivement, il y a un certain nombre de problématiques et nous, on discute beaucoup avec les institutions, avec les politiques et avec certains organismes. Je crois qu'ici, on est dans les bureaux de Paris Région Lab, ou en tout cas l'ancien Paris Région Lab qui a changé de nom entre-temps, Welcome City, mais en tout cas Paris Région Lab avait effectivement à un moment donné proposé un appel d'offres par rapport à la situation sur la ligne A du RER qui va fermer plusieurs étés consécutifs. Et donc nous, on avait participé à cet appel d'offres pour proposer une solution et pour aider les Franciliens à se déplacer malgré cette coupure. Donc je pense qu'on est vraiment en contact permanent et on est ouvert à toute possibilité et on est en discussion permanente sur le sujet de la réglementation, mais aussi sur les besoins réels des Parisiens et des...
Alors c'est une très bonne question. Oui, on est évidemment, on accompagne les travelers dans le monde entier. Déjà, la première chose, c'est que notre application, elle fonctionne dans 55 pays dans le monde. C'est-à-dire que lorsque vous vous déplacez, et lorsque vous arrivez à Shanghai, ou lorsque vous arrivez à Abu Dhabi, ou lorsque vous arrivez à New York, ou à Paris, ou dans toutes les villes où on est présent, vous sortez l'application et vous pouvez commander et réserver votre Uber. Donc ça, c'est une première chose, c'est qu'on accompagne les personnes lorsqu'elles se déplacent, et vous n'avez pas à rencontrer cette problématique de devoir trouver le taxi, faire la file, tirer des espèces dans un distributeur de monnaie ou changer de l'argent. Et donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, effectivement, on a des partenariats avec des acteurs du tourisme. On a aussi des partenariats avec des acteurs de l'hôtellerie. Aux États-Unis, on a lancé un partenariat très récent avec une compagnie qui s'appelle Starwood et qui est peut-être un peu moins connue en France, mais aux États-Unis, c'est très important. C'est à peu près, en termes de revenus, c'est à peu près la même taille que le groupe Accor. Et donc, on a un programme de fidélisation qui fonctionne entre Uber et Starwood. C'est-à-dire que lorsque vous effectuez des trajets sur le réseau Uber, vous gagnez des points avec le programme de fidélité Starwood. Alors la question est sur le transport de marchandises. Effectivement, c'est une très bonne question. Nous, on travaille essentiellement aujourd'hui sur le transport de personnes, mais on a tous ces véhicules qui se déplacent dans Paris et dans toutes les villes. Et donc la question peut se poser effectivement, est-ce qu'on pourrait utiliser différemment ces véhicules? Et il y a beaucoup de personnes d'ailleurs sur Paris qui utilisent Uber. Il y a des magasins parfois qui utilisent un Uber pour livrer un produit ou autre. Et donc c'est une utilisation un peu détournée, mais ça veut dire qu'il y a un réel besoin et qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'acteur qui est capable de déplacer un objet avec une application en 5 minutes avec tous les avantages de Uber, un petit peu comme le service qu'on a lancé au Uber Rush aux États-Unis. Donc on y pense très fortement, ouais. Et on est approché par un certain nombre d'acteurs dans ce secteur qui sont très connus. Alors, comment fait-on pour faire en sorte qu'un conducteur sur Uber Pop ne passe pas toute sa journée à faire du Uber Pop en fait? C'est un petit peu la question. Nous, on surveille ça de très près. Uber Pop, c'est vraiment un service de transport entre particuliers qui doit rester un complément de revenu. Et donc, on a des moyens pour effectivement surveiller l'activité. Si on observe qu'une personne est sur Uber Pop et a une activité un petit peu trop importante, on va la rencontrer et l'inviter à éventuellement passer une licence et devenir professionnel. D'accord, alors, donc la question effectivement sur le développement de Beurre. Nous, on est vraiment convaincus que notre service fonctionne bien. On a un service qui fonctionne bien et surtout une expansion qui est assez forte. Dans certaines villes comme Paris, on a un certain nombre de concurrents qui existent et je pense que la concurrence est saine. À Paris, il y a beaucoup d'autres applications qui travaillent sur Uber. Il y a des chauffeurs qui travaillent sur différentes applications en même temps. Je pense que nous, notre vocation, c'est vraiment de nous développer avant tout et ça passera sans doute plus par le développement et par des investissements là où nous sommes présents plutôt que par le rachat. Pour l'instant, on n'a pas fait de rachat stratégique de ce type-là. Je crois qu'aux États-Unis, on a effectué un rachat d'une entreprise de cartographie parce qu'effectivement, c'est stratégique pour nous et donc on a un réel besoin. Mais en tout cas, on n'a pas l'intention pour l'instant de racheter un concurrent ou autre, un acteur sur un autre pays, comme ça a été le cas pour Blablacar.
Sur le volet introduction en bourse, aujourd'hui, il y a une valorisation d'Uber qui est assez élevée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, tout ce que je oui, c'est effectivement une valorisation qui est élevée. Pour l'instant, il n'y a pas d'introduction en bourse de prévu. Il y a eu un certain nombre de tours de table successifs. Et aujourd'hui, une grande partie de l'entreprise appartient à ses fondateurs et à ses salariés. Alors, est-ce qu'on fait des partenariats avec des acteurs du tourisme? Sur cette partie-là, on est vraiment dans une logique d'utilisateur. C'est-à-dire qu'il y a un utilisateur qui a une application sur son smartphone et qui va passer sa commande. Aujourd'hui, l'application, elle ne permet pas, par exemple, de commander 2 véhicules en même temps ou des véhicules pour 2 personnes différentes. Donc, peut-être que ça va changer à l'avenir, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on travaille essentiellement sur la partie API et sur le développement inter-application. Mais pourquoi pas, oui, ça pourrait arriver. Ouais. Sylvain, une petite dernière avant de passer au cocktail. Est-ce que tu es prêt à refaire tes bagages pour l'Asie? Sous-entendu, est-ce que c'est le terrain de développement à l'international d'Uber? Alors oui, moi je suis toujours prêt à partir ou repartir à l'étranger. Ça c'est évidemment une expérience passionnante. L'Asie aujourd'hui, c'est effectivement un marché très très important pour nous. Il y a des enjeux qui sont immenses. Donc on a un certain nombre d'investisseurs qui ont pris des participations dans l'entreprise et on a des partenariats sur place. On est présent en Chine et les choses vont très 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 vite, ce qui ne m'étonne pas, mais en termes de volume, c'est très important. Donc oui, la Chine et l'Inde sont 2 marchés essentiels et on va essayer de faire notre mieux pour être présent dans ces marchés. Et il y a des concurrents qui sont locaux et qui sont pour le coup très très importants et donc c'est un bel enjeu et un beau challenge pour nous. Est-ce qu'une start-up pour réussir doit obligatoirement commencer aux États-Unis? Ça, je pense que c'est une question que l'entrepreneur français pose. Bah, je pense que les conditions sont réunies en France aussi pour entreprendre et l'exemple de Blablacar est un très bel exemple. C'est une start-up 100% made in France et donc je pense que c'est une très bonne réponse à votre question. Sylvain, merci beaucoup. Merci pour toutes ces très très bonnes questions. Moi, je n'interviendrai pas sur tout le contenu qui a été très riche et tous les échanges très riches, mais j'aimerais juste faire un petit mot sur vous. Je ne vous connaissais pas avant, puisque c'est Alexandra qui a organisé toute cette manifestation. Mais ce qui me frappe, c'est le calme olympien, si j'ose dire, que vous affichez par rapport à une start-up qui va à toute allure. Et c'est vrai que c'est très agréable de vous écouter et on fait confiance à une start-up dans laquelle un business developer est aussi raisonné et raisonnable en tous les cas au cours de cette conférence. Donc merci. J'aimerais profiter d'une minute de plus de votre attention pour vous annoncer les prochains événements du Club Tourisme et Management, donc qui regroupe HEC, ESSEC et ESCP. Le 18 juin, tout d'abord, pardon, le 19 mai prochain, il y a une conférence ici, de nouveau, qui s'appelle la gamification du tourisme, hébergée accueillie et organisée par le Welcome City Lab, dont vous serez informés par les canaux habituels. Le 18 juin, une conférence matinale, alors que la précédente est du soir, une conférence matinale sur le Capital Venture dans le tourisme, qui sera notamment avec la société Extend AM. Tous les détails aussi vous parviendront par les canaux habituels. Et puis, après l'été, donc dans très très longtemps, puisque c'est dans quelques mois, donc c'est à des années-lumière pour vous. Le 18 septembre, on aura une spéciale matinale sur l'hôtellerie et la restauration autour d'une experte, Anne-Claire Paré, et avec Yannick Aleno, entre autres. Et enfin, le 15 octobre, conférence avec le directeur général Jérôme Tourbier de Sources de Caudalie. Voilà.
Merci encore Laurent Cage et Welcome City Lab. Et merci Alexandra pour l'organisation. Et merci beaucoup Sylvain. Donc, je suis monsieur logistique, donc je rappelle, parce que vous voulez vous détendre. Donc, c'est à l'extérieur, sur la rue. Il y a des affaires là, donc nous, on va contrôler, mais prenez soin de vos affaires. Et un petit effort chacun. Si vous pouvez juste empiler pour qu'on puisse faire de l'espace, on va mettre les manches debout, il y a les boissons pour que vous puissiez échanger librement. Comme ça, nous, on met les chaises sur les côtés. Merci.